Salam alaikum Azoul, bonsoir. Je voudrais vous lire un message que nous a envoyé une téléspectatrice. Je vais aller directement à l'essentiel. Je la cite. Dommage qu'El Magharibiya nous assomme avec tout ce qui se passe au FLN et qui est un non-événement. Dommage parce que El Magharibiya n'a pas le droit de décevoir. Dommage parce que vous auriez pu nous parler de nos problèmes plus tôt, surtout en ces temps de crise. Fin de citation. En tout cas, pour répondre à ma charmante correspondante, ce micmac, ce ticherbichin du FLN, si tant est que c'est un non-événement. Si c'est un non-événement, alors c'est le meilleur non-événement de l'année. Et un non-événement de cette ampleur, ça devient de facto un gros événement. Et même que ça se fête, que ça s'arrose, et qu'on en redemande. Ouais. Vivement les purges, les débarquements, les bannissements politiques. Ah, s'ils pouvaient entrer dans une logique Highlander, s'ils pouvaient entrer dans la peau de Connor MacLeod et se dire qu'il ne doit en rester qu'un. Imaginez un peu. J'ai bien dit Connor, hein, MacLeod. Connor. Je fais tout de même la différence entre le A et le O. Je disais donc, s'ils pouvaient tous devenir des Connor MacLeod. Imaginez-les tous armés de leur katana. Saadani qui décapite Belkhadem, Ould Abbas qui décapite Saadani, et un autre immortel qui envoie Ould Abbas ad patres. Et puis, le jour où il n'en restera plus qu'un, le dernier FLN, un obscur militant quelque part, là où il poussait très dru, il y a quelques années, dans ces régions prises tout entières en otage par les notables coutumiers, des Arash, les Zouis, les gros trabandistes, les picassiettes de tout poil, les militants à la fine moustache et au gros bide, adeptes de chaussures, de chaussettes fluo. Et quand il n'en restera plus que lui, le dernier des Mohicans, je n'ai pas dit le dernier des Mohicans, pour que ça ne prête pas à confusion, vous voyez, entre ou et en. Et tout comme Connor MacLeod, j'ai fait exprès de dire Connor. S'il s'avère, comme le prétendent certains observateurs, que ces histoires du FLN sont le symptôme du mal profond qui ronge tout le système, alors en l'occurrence, nous sommes à un stade de métastase. La tumeur matricielle a essaimé à tous les organes du corps. Il faut se préparer à dire la prière de l'absent. Et si, comme prétendent d'autres observateurs, que ce n'est là qu'une autre diversion, pour faire diversion sur les vraies tumeurs qui rongent le corps tout entier, alors, là aussi, il faut se préparer à dire la prière de l'absent. Et par conséquent, et l'un dans l'autre, nous ne sommes donc pas en présence d'un non-événement. D'ailleurs, si vous prêtez bien l'oreille, vous entendriez comme une sourde rumeur, comme un vent qui se lève, comme une annonce de crue, comme un grondement lointain qui annonce l'orage et la crue. Il suffit juste de prêter l'oreille. Aujourd'hui, Al-Watan, après le départ de Saadani, le FLN dans l'expectative, par Zohair Ait Mohoub. Le matin, Belkhadem s'en prend à Abdelmalik Sellel et se pose en alternative, par LMA. TSA, FLN, Jamal Ould Abbas répond à Abdelaziz Belkhadem par Hajar Genenfa. FLN, il ne doit en rester qu'un dans la plus pure tradition Highlander. C'est le titre de notre émission aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir tout particulièrement Abdelrahman Balayat, coordinateur de la direction unifiée du FLN. Je l'accueille avec grand plaisir parce que j'aime bien son parler vrai,
Nous l'avons perdu au téléphone, mais j'espère que nous allons le retrouver. Sinon, nous avons aussi Zohir Ait Mouhoub, journaliste, qui a commis un article très important aujourd'hui sur Al-Watan. Et nous aurons aussi le journaliste Faisal Mattawi et sur le plateau, Tahar Sisrir, militant pour la démocratie, que je remercie d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je vais donc commencer avec vous, Tahar Sisrir. Le FLN. Vous avez vu un peu le background qu'on a mis derrière? Oui, effectivement, les FLN, la crise ou les luttes intestines en fait, du FLN ont commencé juste après l'indépendance. On sait bien que c'est le 12e en fait, secrétaire général du FLN. Et donc le premier, c'était Khedar. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'appeler en fait secrétaire général ou responsable de bureau politique. Donc c'est là que le problème a commencé parce que il y avait une volonté en fait d'y aller dans le sens de GPRA, parce que c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne qui a opté pour une Algérie plutôt en fait dans le sens de Ben Ramdan, à savoir le politique et ensuite le militaire et non pas le contraire, et l'intérieur. Je vais vous interrompre, vous savez pourquoi? Parce que nous avons Belayat au bout du fil et que nous risquons de le perdre à tout moment. Donc je vais le reprendre et comme vous êtes avec nous là, on ne risque pas de vous perdre. Donc Abdelrahman Belayat, merci d'être avec nous. Et là, est-ce que vous m'entendez là? J'espère qu'ils vont régler. Je vous entends de loin. C'est le cas de le dire. Exactement, c'est le cas de le dire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, avec plaisir. C'est le moindre des devoirs quand on s'engage. Alors, Abdelrahman c'est le moindre des devoirs. Abdelrahman Belayat, vous qui parlez vrai, vous qui n'avez pas la langue dans la poche, et donc la langue n'est pas une langue de bois. Alors dites-nous un peu. Ma langue n'est pas fourchue. Ah bah tant mieux. Justement, attendez que je retrouve quelque chose. Vous avez dit que quelle que soit la cause qui a poussé Saadani à partir, c'est une bonne chose. Ce sont vos propres mots. Mais vous avez dit, mais c'est insuffisant. Alors qu'est-ce que vous attendez d'autre? Nous attendons seulement que ce qui a été fait de façon illégale ne persiste pas. Que ceux qui sont en charge de cette situation ne persistent pas dans l'erreur. Et nous avons dit que c'était une erreur de scénario et une erreur de casting. Alors que le scénario soit rectifié, et si le scénario est rectifié, le casting appartient à ceux qui ont cette responsabilité. C'est-à-dire que nous ne faisons pas une question de personne. Oui, mais nous nous attachons aux actes. Abdelrahman Belayat, je vais me permettre d'être aussi franc que vous et vous parler franchement. Très franchement, est-ce que vous, les responsables du FLN à un tel niveau que le vôtre, est-ce que vous ne savez pas que le FLN et le RND ne représentent vraiment pas le peuple algérien et que les Algériens, d'une manière générale, ne vous aiment pas du tout? Oui, je le sais. Ça, dans les commentaires de la presse et dans les colibés de la classe politique, oui, nous l'entendons. Mais vous devez savoir que le FLN, nous n'avons jamais triché dans les élections. Pour preuve, en 1900, lorsque nous avons fait les premières élections de 90, la majorité a été prise par une autre formation politique. En 91, la majorité également n'a pas été pour nous. Nous n'avons jamais trafiqué les élections ou fait quoi que ce soit.
Alors, que le peuple Abdelrahman nous Belayat, aime pas, là, je ne suis pas d'accord. Là, vous m'excuserez. C'est-à-dire Le FLN, il a la fraude électorale dans les gènes. Dans les gènes. Le seul qui vous a dépassé, le seul qui vous a dépassé, c'est le RND. Anam. Jamal, donnez-moi les preuves. Moi, je donne des actes concrets. Oui, mais il n'y a pas de preuve dans la fraude électorale. Il n'y a pas de fraude. En 1990. Anam, c'est la seule élection où vous n'avez pas fraudé. Nous n'avons pas été les premiers. C'est la seule élection où il n'y a pas eu de fraude. Moi, je vous donne une preuve. Oui. Ensuite, vous me donnerez l'inverse. D'accord. En 1990, oui. Le gouvernement, c'était le gouvernement Hamrouch, n'a pas trafiqué les élections. Oui. En 1991, la majorité était totalement FLN, nous n'avons pas trafiqué. Est-ce que ce n'est pas un gage d'honnêteté? Là, mais là, en 91, la majorité n'était pas FLN. Et je vous dis, c'est ça. Mais nous n'avons pas triché. Là, mais Abdelrahman Belayat, moi je suis d'accord avec vous. La seule élection que vous n'avez pas trafiquée... c'est bien, vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord. C'est la seule élection qui n'a pas été trafiquée, elle n'est pas passée. Le reste, soit c'était vous. C'est pas de notre faute. Et après, quand le RND est arrivé, le RND vous a laissé loin derrière. Parce qu'il a trafiqué. Bien sûr, évidemment. Mais nous n'étions pas au pouvoir. Abdelrahman Belayat, très franchement, vous savez que le FLN, jusqu'à une certaine période, c'était quelque chose de passionnel pour les Algériens. C'était inscrit dans les gènes de leur histoire, de leur mouvement national, de leur révolution. Et puis après, vous le savez mieux que moi, est venu le temps des loups, le temps des picassiettes, le temps des barons, et puis maintenant le temps des trabendistes, etc. Et là, pourquoi vous n'avez pas essayé de faire de deux choses l'une, soit rendre le FLN aux Algériens, soit nettoyer ce FLN. Or, ce n'est pas le cas. Ça, c'est Jamal. Ça, c'est une façon de voir les choses. Oui. Et c'est une façon de voir, et ça demande une discussion qui est plus profonde que sur les ondes d'une télévision ou d'une radio. Ce problème-là existe. C'est des hypothèses qui s'affrontent. Bon, l'hypothèse que les Rakdoul à Moujouda, oui. Il y a l'hypothèse de la nécessité de continuation du FLN. L'arbitre, c'est le peuple. Oui. C'est chaque qui décide. C'est vrai. Moi, j'ai été candidat 3 fois. Oui. 2 fois pour le parti unique. Dans une circonscription, oui. J'ai été élu honnêtement. Je n'ai pas besoin de trafic. Oui. Pour le multipartisme, j'ai été également candidat. Et j'ai supervisé aussi des élections. Là, s'il y a une démarche qui est frauduleuse, elle n'est pas la nôtre. Quand vous dites elle n'est pas la nôtre, quand vous dites elle n'est pas la nôtre, vous parlez du FLN ou de votre groupe? Je parle du FLN. Mais le FLN, c'est Abdelrahman Belayat. Chauffe, n'attendez qu'un exemple. Les dernières élections législatives vous ont donné ce que vous dites, vous, la majorité. Vous êtes majoritaire au sein du Parlement. Or, tout le monde sait qu'un grand maximum, malgré la fraude et le bourrage, le Parlement a été élu à moins de 30% de l'électorat. Ça veut dire que vous ne représentez même pas le tiers des électeurs. On n'est pas... Normalement, vous-même, vous demandez l'invalidation de ces élections. Vous dites non, on ne peut pas siéger dans un Parlement où que le peuple algérien n'a pas élu. À 30%, vous êtes au Parlement où nous sommes, la fraude ou khatena. لا احنا اسمع يا جمال راني نقول لك احنا ما نتكلوش على الفروض. On ne se base pas sur la fraude.
Oui. Donc si vous faites le procès d'un système électoral, voilà, c'est une autre chose. Je suis prêt à en discuter avec vous. Et les prochaines élections, est-ce qu'il n'y aura pas des quotas pour vous et pour le RND et pour les islamistes qui Non, on vont n'a pas besoin vous de suivre quotas, mais et les indépendants? Non, On n'a pas besoin de quotas. Yes, Abdelrahman, moi je vais vous donner les quotas, les rahms déjà, ils circulent dans les salons politiques. Vous allez avoir... Les quotas, le parti McGill, c'est quotas, il n'a pas de pouvoir. Non, ce sont ceux qui vous commandent qui font les quotas. Hein? Ce sont ceux qui vous contrôlent qui font les quotas. Merci Jamal. Anam. Alors c'est une question de fond. Oui. Je crois qu'à travers la télévision, la radio, on peut émettre uniquement des arguments et des contre-arguments sans aller au fond. C'est une question sérieuse. Moi, je suis prêt à en débattre. Eh ben, restez avec nous, posée. Abdelrahman Belayat, restez avec nous. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour vous demander de commenter ce qui se passe au sein du FLN et ce que les redresseurs que vous êtes attendent de la suite des événements. Restez avec nous. Je reviens à Mahna Zohair Aitmouhoub, merci d'être avec nous. Allô? Allô Zohair, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Merci à vous. Alors, vous avez commis un article de taille aujourd'hui où vous livrez des informations assez percutantes. Entre autres, vous dites que le président Bouteflika aurait appris qu'un certain monsieur, Gaïd Salah pour ne pas le nommer, aurait affiché ouvertement ses ambitions présidentielles et que cela a mis Bouteflika dans une colère, vraiment une grosse colère. Alors, deux questions pour vous. D'abord, est-ce que vous croyez vraiment que Bouteflika est encore en mesure de se mettre en colère? Et deuxièmement, est-ce que vous confirmez ces ambitions supposées de Gaïd Salah? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas en mesure de dire que Bouteflika décide ou Bouteflika est entré en colère ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai fait que rapporter les dires, enfin les indiscrétions d'un certain nombre de conseillers du président Bouteflika. Donc maintenant, si le président est rentré en colère ou pas, ça je ne sais pas. Mais chose est sûre, c'est que ces conseillers, dans les coulisses, disent que Bouteflika est effectivement en colère et qu'il suivait. Et quand on dit en fait Bouteflika suivait, en fait on parle de ses collaborateurs, on ne parle pas de Bouteflika la personne, mais on parle de, enfin en quelque sorte Bouteflika l'institution. On ne parlerait pas plutôt de Saïd Bouteflika? Je ne dirais pas, il n'y a pas uniquement... en fait, les gens se trompent parfois, ils croient que le président Bouteflika s'appuie essentiellement sur son frère Saïd pour faire le travail. C'est complètement faux et je peux vous le dire, parce qu'il y a un certain nombre d'autres collaborateurs qui font aussi le travail, le job pour lui. Entre autres, Taltag, aujourd'hui, il est conseiller du président Bouteflika. Et vous croyez que Bouteflika est en mesure, même s'il ne parle pas, il est en mesure de pouvoir décider, de pouvoir écouter, de pouvoir lire les rapports qu'on lui fait? Écoutez, maintenant, comment qu'il décide? Est-ce qu'il lit les rapports, on lui fasse lire les rapports? Ça, c'est une autre question. Moi, je sais une chose, à travers, encore une fois, ses proches collaborateurs. Je dis bien ses proches collaborateurs. Donc, moi, oui, mais ses proches collaborateurs distillent, ils distillent des rumeurs sur son état de santé. Ils veulent faire croire qu'il décide, qu'il est à la hauteur, qu'il est là, malgré ses handicaps multiples et divers. Mais vous-même, qu'est-ce que vous croyez, en tant que journaliste averti, qui est un peu dans le bain? Moi, je vais vous dire une chose. Je sais pertinemment, sans faire la promotion encore une fois, et ne pas rentrer dans la propagande, je sais pertinemment que le président prend des décisions. Ça, je le sais. Maintenant, comment et à travers qui, etc., ça je ne saurais pas le dire, mais je sais une chose, que effectivement Bouteflika prend des décisions. Ça c'est évident. D'autant plus, je vais vous dire autre chose, c'est en rapport justement avec tout ce qui se passe, etc. Peut-être que le président, et je le dis encore une fois, peut-être qu'à un moment donné il était un peu éclipsé, etc. Mais je sais une chose, qu'aujourd'hui, sachant
que son règne est menacé, que son clan est menacé, je sais qu'il est revenu aux affaires. Maintenant, comment est-ce qu'il parle, il parle pas, il lit pas, il est malade, il ne l'est pas, ça je ne le sais pas, je l'ai pas rencontré. Mais Zohair Etmoub, excusez-moi, Zohair Etmoub, à partir du moment où vous êtes convaincu et que vous savez, nous dites-vous, qu'il prend des décisions, pourquoi alors ne s'arrangerait-il pas pour nous faire savoir, pour nous faire comprendre, nous aussi, qu'il prend des décisions d'une façon ou d'une autre, qu'il s'exprime par exemple, qu'il nous le dise, ou qu'il vienne, qu'il nous écrive sur un tableau, je ne sais pas, qu'il fasse comme il fait avec les gens à qui il donne des ordres. Pourquoi il ne viendrait pas à la télé nous convaincre que nous nous trompons, qu'il est vraiment bien là, qu'il prend des décisions et que nous-mêmes, comme vous, nous saurons alors qu'il décide? Écoutez, d'abord ça c'est une question qu'il faudrait poser à ses conseillers collaborateurs. C'est pas à moi qu'il faut poser, moi je suis journaliste. Oui, oui. De deux, il faut savoir une chose que Bouteflika depuis 99, je crois, c'est sa méthode de travail, c'est sa méthode de faire les choses. Il a toujours procédé ainsi. Ce n'est pas nouveau, à moins qu'aujourd'hui on a un peu oublié ses anciennes pratiques. Bouteflika ne fait jamais savoir ses décisions parce qu'il garde une marge de manœuvre. Si demain les choses se retournent contre lui, il va dire que je ne suis pas derrière, je ne suis pour rien. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est passé avec le général Toufik, c'est ce qui s'est passé justement. Bouteflika, paraît-il, il n'a jamais admis qu'il était derrière son limogeage. Ça, je vous le dis parce que je le sais. Zohair Etmoub, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant pour vous demander de nous expliquer si Gaïd Saleh a vraiment fait état de ses ambitions présidentielles. Restez avec nous. Et je reviens à Tahar Sisserir. D'abord, vous vouliez rebondir, je crois, sur ce que disait Abdelrahman Blaya. Exactement. Moi, Oui. je ne comprends pas quand ils nous disent en fait qu'il n'y a pas de fraude, alors que l'UFLN, en fait, d'après 62, en fait, c'est un FLN qui est issu d'un coup d'État et ensuite qui a servi en fait de façade pour un pouvoir militaire des gens qui ne croient pas déjà au peuple parce que c'est par la force qu'ils ont récupéré le pouvoir. Donc comment des gens qui ont récupéré le pouvoir par force, ils vont croire à la démocratie ou aux libertés. Donc moi je pense que aujourd'hui en fait c'est une suite. C'est une suite tout simplement parce que les gens qui sont au pouvoir ont essayé par tous les moyens de faire un brassage entre un pouvoir politique imaginaire et un pouvoir militaire violent. Donc je ne pense pas qu'ils croient vraiment à la légitimité du peuple. Moi, ce qui me choque quand j'entends en fait 54 ans de fraude, il nous dit qu'en quoi l'UFLN ne fraude pas. L'UFLN ne prend pas de décision tout simplement parce que le jour où il y aura quelqu'un dans cet appareil du FLN qui va essayer en fait de faire ou de bouger les lignes politiquement, il sera éliminé. Tout simple. Je donnerai l'exemple de Khedar, Mohamed Khedar en 1967, on l'a assassiné tout simplement parce qu'ils avaient peur que le pouvoir politique va prendre le dessus en fait sur le pouvoir militaire. Donc je pense que l'UFLN d'hier n'a pas changé. L'UFLN restera toujours en fait un appareil ou une façade en fait de l'armée et c'est l'armée qui prend les décisions. Donc l'UFLN. Mais je crois que, je ne sais pas, hein, vous avez raison, certainement, je pense comme vous. Personnellement, je pense comme vous. Mais sinon, de façon objective, il ne faut pas non plus être un doux rêveur. La politique, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. Hein. Avant même l'indépendance, ça a toujours été les coups bas, les équilibres, les contre-équilibres, les liquidations. Seulement, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez du FLN en tant que force politique? D'abord, est-ce que c'est une force politique? Et si c'est le cas, quel est son poids dans la société? Est-ce qu'il y a des décideurs au sein du FLN ou est-ce que c'est juste des faire-valoir? Je pense qu'au sein du FLN, il y a uniquement en fait, des militants qui croient à une chose, à savoir en fait, la mangeoire. Donc, s'ils ont la possibilité de passer par l'UFLN pour y arriver à la mangeoire, pourquoi pas? Sinon, parce qu'ils nous chantent depuis l'indépendance que c'est une force
de socialisme. Moi, je ne vois pas du tout en fait le socialisme que le FLN défend. Il nous raconte qu'en quoi c'est un parti qui défend en fait l'idéologie anti-coloniale au sein du FLN. On a vu pendant des années les gens qui décident, c'est les déserteurs de l'armée française. Donc, est-ce que vraiment le FLN a une idéologie anticoloniale? Donc c'est faux. Et ils nous disent qu'en quoi des nationalistes, ils ont éliminé tous les gens qui aiment l'Algérie, Boudiaf, Khedar, Karim Belkacem. Donc on voit bien en fait, même dans le groupe des 6 en fait du FLN, on a éliminé 2. Donc je pense que s'il y avait vraiment quelque chose de politique dans cet organe, on l'aurait vu. Mais je continue à vous dire que la politique c'est ça. Je vous donne un exemple. Vous-même vous avez été dans le FFS. Oui. Le FFS aujourd'hui, le FFS aussi a tenu de très beaux discours. Il a parlé de socialisme, il a parlé d'abstention, de boycott des élections, que cette lubie de changer le pouvoir de l'intérieur était une escroquerie, une arnaque contre le peuple, un mensonge et honté. C'est ça le discours du FFS. Aujourd'hui, le FFS, il est au Parlement. Je pense pas. Moi personnellement, j'ai été un militant du FFS. J'ai soutenu je dirais en fait, j'ai épousé la ligne politique du FFS tout simplement parce que Hussein Ahmed, mon seul président en fait, était dans une logique d'une Algérie politique plutôt que militaire. Donc, grâce à lui, en fait, pendant la révolution algérienne, il y avait la naissance de JPRA. Parce que le JPRA, c'était un organe politique et qui était en lutte avec mais ça, c'est loin, ça. Donc, c'est loin, ça. Non, pourquoi vous voulez expliquer une vérité actuelle avec... Non, parlez-moi de maintenant. Le FFS, aujourd'hui, il fait partie de ce Parlement, du régime, et dans le Parlement, dont certains disent qu'il est le moins élu du monde, le moins représentatif au monde, puisque le vrai chiffre tournerait autour de 20% de l'électorat, et que le chiffre reconnu par le régime lui-même avoisine les 30%. Moi, j'appartiens à cette école et je respecte cette école. Par contre, à partir de 2012, effectivement, moi, j'ai opté pour un boycott actif. Tout simplement parce que je n'étais pas convaincu. Parce qu'Aït Ahmed disait, il nous a appris que cette assemblée, c'est une assemblée en fait d'enregistrement, donc on ne peut pas changer les choses. Donc je ne crois pas à cette assemblée. Je crois que le changement viendra du peuple. Il faut tourner plutôt vers le peuple que d'y aller à participer à une assemblée qui donne un soi-disant image qui est fausse, complètement fausse, parce qu'il n'y a pas de démocratie en fait dans cette assemblée. On ne peut pas changer les choses. Les décisions elles sont prises ailleurs. Donc je ne comprends pas comment on peut participer dans une assemblée qui ne sert pratiquement à rien. D'accord. Nous allons reprendre Abdelrahman Belayat. Abdelrahman Belayat, Ould Abbas a déjà déclaré qu'il n'était pas là pour assurer l'intérim, mais qu'il compte. Allô. Abdelrahman Belayat, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? عييت من العياط. Non. C'est une facilité. سي عبد الرحمن شوف كيف يسموه الاخر ولد عباس il a dit moi je suis pas là pour un intérim moi je suis là pour aller jusqu'à 2020. Et alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire? ولد عباس جمال il nous a dit qu'il n'est pas là juste pour l'intérim, mais qu'il est là pour aller jusqu'à 2020. C'est une question secondaire pour nous. D'accord. Alors dites-nous. C'est une question secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner les élections et soigner le parti. Avec Ould Abbas? Parce que Ould Abbas n'a pas été élu par le comité central. Le comité central n'a pas de crédibilité. C'est le président qui l'a désigné. Nous faisons avec. Ah, mais vous acceptez, donc? Nous faisons avec. Faire avec, ça veut dire en termes sibyllins, accepter le fait accompli.
Allez, Jamal, dans la politique, Oui. il n'y a que les réalités qui comptent. Il n'y a pas d'état Vous d'âme. pouvez voir toutes les théories politiques, D'accord. tous les éditorialistes. Dans la politique, il n'y a que la réalité qui compte. La réalité, c'est que nous avons un président du parti qui a mis fin à la situation, qui a bloqué le FLN. Oui. Il y a une personne qui s'appelle Ould Abbas. Il le charge, ou lui-même, il dit que sa mission a été définie par le président du parti pour affronter les élections législatives et régler les questions internes du parti. Voilà, nous sommes pour. Oui, mais Abdelrahman Belayat, si demain Ould Abbas vous dit, moi, je ne change pas le bureau politique, je ne change rien au comité central, les redresseurs restent derrière, la porte est toujours fermée, est-ce que votre position et votre attitude resteront les mêmes? C'est une question, c'est une question secondaire. Là, nous ne nous demandons pas une place. Oui. Nous ne demandons pas une place. Nous leur disons très clairement, si Jamal, Anam. s'ils veulent s'entêter à continuer du Saïdani sans Saïdani, ils iront à une déroute électorale et ils ouvriront des autoroutes vers pour le RNT et pour d'autres. Or, s'ils veulent gagner les élections, c'est nous avec eux ensemble. Mais, s'ils veulent régler la question du parti, oui. c'est qu'il faut oublier les turpitudes qui ont illustré la gestion Saïdani avec eux. Mais Abdelrahman Belayat, quand est-ce que vous allez comprendre au FLN que les Algériens sont fatigués du couple RND-FLN, FLN-RND? Terminé, on n'en veut plus. Non, on ne raisonne pas en matière de couple. Personne n'est le mari de l'autre. Vous n'êtes pas un couple, vous avez aussi des islamistes domestiqués. Et vous avez des indépendants pas très indépendants. Jamal, s'ils ont été domestiqués, c'est pas notre faute. Là, nous ne sommes pas le dompteur. Oui, c'est vrai. Ils ont été domestiqués, c'est leur affaire, c'est peut-être leur idéologie et leur pratique. C'est pas l'objet de ma discussion. D'accord. Et avec le RND, nous ne sommes pas forcément un couple. تعرفوا شو يقولوا سي عبد الرحمن بالعياط تعرفوا شو يقولوا في الصيف يقولوا في الصيف يقولوا il y a deux dictons de sétif que j'aime beaucoup. Le premier dicton يقولوا دورو جاوي يبخر الصيف. يعني هذه معناتها ما تلعبهاش للناس اللي على بالهم. والحاجه الثانيه يقولوا طاح الحك سابق طاح. وش احنا هذه عارفينها. انا Et donc nous le savons, mais là pour nous, on ne se complique pas beaucoup le raisonnement. Mais pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous Il ne y a faites une pas? situation de fait qu'on ne peut pas ignorer. Mais pourquoi vous ne faites pas en sorte, Abdelrahman Belayat, pourquoi vous ne faites pas en sorte des gens honnêtes comme vous, des gens, je ne vous cache pas que moi je vous apprécie beaucoup pour votre franc-parler. Merci beaucoup. Et moi, je suis le visage découvert. Justement, pourquoi les gens comme vous, qui parlent vrai, qui n'ont pas peur de venir à Al-Magharibiya pour dire ce qu'ils pensent, qui parlent aux Algériens, à leurs compatriotes, pourquoi vous ne rendez pas le FLN aux Algériens? Ah, ça, c'est un grand débat. Oui. Moi, mon point de vue personnel, oui. Le FLN a décidé et a guidé la révolution et l'a fait aboutir par l'indépendance. D'accord. Moi, je le FLN, le peuple algérien. Le peuple algérien. On ne peut pas du jour au lendemain dire, mais c'est terminé, on revient comme s'il n'y avait jamais eu de révolution. Mais c'est pas le même FLN, c'est pas le même FLN. Le FLN qui a libéré le pays, ils sont essayant de le faire ressembler au premier FLN. Différence de circonstances. Restez avec nous, Abdelrahman Belayat. Restez avec nous. Je reviens vers Zoher. Zoher, vous êtes avec nous? Oui. Alors, je voulais savoir au sujet de Gaïd Salah, dont tout le monde dit aujourd'hui, dont tout le monde convient qu'il a des ambitions présidentielles, qu'il les a même
presque ouvertement affiché et que ça a dérangé beaucoup et que ça a même mis fin à une certaine entente cordiale entre lui et le clan présidentiel. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs? D'abord, il ne s'agit pas de confirmer ou d'infirmer. Commençons comme ça. En fait, si nous, ce genre d'informations a atterri chez la presse ou chez les journalistes, c'est que ça ne vient pas comme ça, c'est qu'il y a une part de vérité. Maintenant, il a dit où, comment, avec qui et dans quel endroit. Peut-être on n'en sait pas grand-chose, mais on sait. Moi, personnellement, je sais que ça s'est passé à Oran, lors d'une réunion avec des militaires. Et Gaïd Salah avait déclaré, donc c'est pas moi qui le dis, selon les sources toujours, ils disent, il a déclaré, pourquoi pas moi? Ça c'est lui qui le dit. Oui, maintenant c'est vrai ou c'est faux, ça c'est autre chose. Pourquoi pas lui? Il est plus jeune que Bouteflika, je crois, non? Je crois qu'ils ont pratiquement le même âge, non? En tout cas, il est en meilleure santé, il pète la forme, lui. Bah oui, il fait même sa promotion au journal de l'ENTV pratiquement chaque jour. On a 20 minutes d'images de ses déplacements, etc. En fait, la question n'est pas là. La question, c'est qu'en dégommant Tawfiq, donc les équilibres sont un peu déséquilibrés, on va dire, et que certains pensaient qu'ils étaient libres maintenant de faire ce qu'ils voulaient, et qu'ils pouvaient d'ores et déjà commencer à discuter de l'avenir ou de l'après-Bouteflika, etc. En fait, ce qui s'est passé ces derniers jours, pour être clair, et encore une fois, moi je ne suis ni porte-parole, ni un fervent défenseur de Bouteflika, mais seulement voilà, ce que je sais, c'est que Bouteflika était tellement en colère et qu'il voulait absolument, lui et son entourage bien évidemment, mettre fin à ces histoires de préparatifs, de la succession de Bouteflika. En fait, le message est clair en ce moment. Le message, c'est pour dire aux Algériens et à qui de droit que Bouteflika est là, il le restera. Et selon toujours les discussions et les bruits du couloir, on dit que il y a un consensus au sommet du pouvoir qui dit que Bouteflika va rester. Et c'est bon. Et même qu'il irait vers un 5e mandat? Ce n'est plus important. En fait, moi, je vous dis ce qu'on raconte en fait dans les salons. Ils disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question prioritaire ou importante. Bouteflika est là et puis c'est bon maintenant. Parlons autre chose. Ça, oui, mais bien sûr, le droit Zoher Mezboul, cette bisbille entre Gaïd Salah et le clan Bouteflika, le clan présidentiel, disons, est-ce qu'elle ne signifierait pas un retour de flamme entre le même clan présidentiel et les tawfiqistes? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se concocterait? Justement, et toute la question est là. Oui. Et la question, elle est là justement. On parle même, et je suis un peu responsable de ce que je dis, on parle même du retour en force de la police politique. Et quand on dit police politique, on parle d'un clan en particulier, on parle d'un certain nombre de personnages et un certain nombre de pratiques. Bien évidemment que moi, c'est selon mon analyse très personnelle, oui. Je me dis que peut-être le clan présidentiel avait compris qu'il a été à un moment donné manipulé par le clan Gaïd Salah pour renverser un Tawfiq qui dérangeait, etc. Et qu'aujourd'hui, Bouteflika sait pertinemment qu'il ne peut pas gouverner sans le DRS, il ne peut pas gouverner sans un Tawfiq qui a les yeux partout et les yeux sur tout le monde. Ça, c'est une conviction personnelle, mais après, entre l'analyse et les convictions personnelles et les faits, ça c'est autre chose. Peut-être effectivement qu'il s'agit d'un retour en force de l'ex-DRS. Maintenant, l'entité n'est pas importante, l'appellation n'est pas importante. Alors, voilà, maintenant, il faut surveiller les pratiques de près. Question connexe, Zoher Etmoub. Oui. El Hamel, le général El Hamel dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'équation, je veux dire. Moi, je crois que le général El Hamel, il est complètement dépassé. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que, en fait, la police et la performance de la police, notamment de ses services des renseignements généraux, on fait preuve d'une certaine mollesse, une certaine... je ne sais pas comment on va dire ça. Donc, je crois que ces services n'ont pas fait suffisamment le job pour lequel ils ont été destinés après sa nomination, à savoir faire une sorte de police politique, etc., qui n'a pas réussi à mettre ça en place.
et qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on n'en a plus besoin de lui. Il ne compterait pas éventuellement dans l'affrontement qui se préparerait? Je ne crois pas. Personnellement, je ne le crois pas. À aucun moment, je ne crois qu'il opterait pour le DGSN, enfin pour le général Hamel, etc. Personnellement, mais après, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas dans la confidence, mais je sais pertinemment que pour l'instant, son nom a été complètement écarté. On ne parle plus de lui dans les coulisses, etc. Donc même dans les médias, on ne parle plus de cela. Restez avec nous, Zoher Ait Mohoub. Nous allons revenir un peu au FLN. Nous allons écouter Belkhadem. Nous allons l'écouter. لا أعتقد أنها استقالة بالمفهوم العادي للكلمة، لأن قبل 15 يوم يوم 5 أكتوبر كان الحديث من منطلق الاقتناع بالاستمرار في المنصب وبالثقة في النفس من أن المنصب باقي. فما الذي حدث صحيا في 15 يوم؟ لأن إذا الظرف الصحي مع أن أتمنى له الشفاء، إذا كان هذا السبب هو السبب الرئيس في استقالته، أتمنى السيد عمار سعداني الشفاء، لكن لا أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي Là, il nous dit en termes très diplomatiques, il a été ministre des Affaires étrangères, il faut rappeler, et très FLNiste, avec Ntmenaoulou Shifa, etc. Il nous dit qu'il ne croit pas une seconde à cette raison invoquée, raison de santé pour faire démissionner, je l'ai dit, faire démissionner Saadani. Sinon, vous allez l'écouter là, nous faire une leçon de droit constitutionnel, où il nous dit normalement les partis qui sont élus démocratiquement, etc., accèdent au pouvoir, et les forces qui n'accèdent pas, qui n'ont pas été choisies par le peuple, normalement elles devraient représenter une sorte de contre-pouvoir, de proposition politique. Vous allez l'écouter. الدول القوية هي قوية بمؤسساتها وبمعارضة قوية. معنى ذلك أن الأحزاب التي تصل إلى الحكم لها برامج، لها أفكار، والأحزاب التي لم يسعفها الانتخاب في الوصول إلى الحكم لها برامج وأفكار، وهذه الأحزاب في المعارضة تراقب الحكومة وتقترح البدائل. Abderrahmane Belayat, vous êtes toujours avec nous? Abderrahmane Belayat? Est-ce que Abderrahmane Belayat est avec nous? Allô? Vous avez entendu, Monsieur Belkhadem? Vous avez entendu Belkhadem? Allô? Allô? Il y a un souci. Oui. Vous avez entendu Belkhadem? Alors, d'abord, il nous dit qu'il ne croit pas une seconde à cette question de raison de santé qui a donc causé la démission de Saadani. Et par ailleurs, il nous fait une leçon de droit constitutionnel. Est-ce que Belkhadem s'est repenti qu'il devient démocrate, ou est-ce juste de la langue de bois? Non, d'abord sur le premier point. Oui. On appelle ça en politique l'ikhraj. Quand il y a une décision, la mise en forme ne reflète pas exactement la réalité. C'est-à-dire, si on s'arrête un petit moment, oui. Lorsque celui qui se croyait secrétaire général, celui qui se croyait, pour moi, il n'a jamais été secrétaire général du parti parce que c'est un coup de force illégal. Il n'a pas été. En se disant secrétaire général, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au sein de son bureau politique que François Patna Stiklal. Oui, il l'a dit. Oui. François Patna Stiklal. Ensuite, il s'arrête. Il dit, je ne parle pas de la question du Sahara occidental parce que si j'en parlais, le peuple se soulèvera. Oui.
Et tout en l'avenant, lorsque le président de la République, qui est aussi président du parti, enregistre tout cela, Oui. est-ce qu'il va le cautionner par un silence ou est-ce que par une approbation ou quoi que ce soit? Alors donc, la sortie et l'éviction de celui qui se dit écrasé était dans les gènes du discours et de sa pratique. Et c'est pour ça que donc, personne ne croit qu'il s'agit d'une démission pour raison de santé. Sur la deuxième affirmation d'Abel Khadim, Oui. je ne l'ai pas très bien entendu, je crois qu'il insiste sur la question du respect de la forme des institutions. Et ça, c'est pas une forme que l'on fait ou un cadeau que l'on fait aux institutions du parti, c'est qu'on est obligé de le respecter. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas? Pourquoi Abdelrahman Belayat? À la question de droit constitutionnel. Abdelrahman Belayat, pourquoi ne l'a-t-il pas prôné? Pourquoi n'a-t-il pas prôné les mêmes professions de foi quand il était aux affaires, quand il était ministre des Affaires étrangères, quand il était secrétaire général du parti FLN? Pourquoi ne tenait-il pas un tel discours? Bien sûr, si Jamal. Oui. Si Jamal. Parce que les déclarations, c'est aussi, il faut les rapporter aux circonstances. Ah, d'accord. La politique n'a pas d'état d'âme. Et bien sûr, vous le savez très bien, et sous tous les cieux et tous les temps. Okay, no. Il n'y a pas d'exception. Ouais. Sauf Balak, في وقت الخلفاء الراشدين. Abdelrahman Belayat, une dernière question avant de vous remercier. Je vous en prie. Est-ce que vous croyez, franchement, je compte sur vous pour me répondre franchement, si tant est que vous en ayez le courage, et je vous sais courageux, est-ce que vous pensez vraiment que Bouteflika est conscient et que c'est lui qui décide? De toute façon, non, pas de toute façon, répondez-moi. Allez, je vous réponds. D'accord. De toute façon, quand on est en charge des affaires comme je le suis actuellement au parti, oui, j'ai une responsabilité pour remettre le parti sur le droit chemin, pour éviter les déviations, les dérômes, les ralentissements. Je n'ai pas d'autre voie que celle que le président est toujours en exercice. Et là, vous me faites une réponse de Sétivien normand. Une réponse de Sétivien normand. Conseil constitutionnel. Barakallahu fik, c'est Abdelrahman Belayat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoher Ait Mohoub. Merci beaucoup, Faisal Matawi, que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. Tahar Sisselir, je reviens à vous pour donc clore cette émission. Vous étiez en train j'allais dire même, vous alliez intervenir dans... Ça vous a déplu ce qu'a dit Abdelrahman Belayat? J'ai été halluciné, tout simplement, entendre un homme politique algérien, bon, entre guillemets, dire que les politiques ne sont pas sincères sur tous les cieux et pour tous les temps. C'est hallucinant. Il n'a pas tort, moi, je trouve, parce que franchement. Si je fais la comparaison la entre politique les politiques, propre, moi, je ne connais pas. Si je fais la comparaison entre les politiques algériens et les hommes politiques, par exemple, japonais ou français ou américains, il y a une différence. Scandinave. Ouais. Et puis scandinave, c'est là où il y a plus de démocratie. Parce que quand on parle des États-Unis, c'est la démocratie d'argent. Quand Absolument. on parle de la finance... Ouais. Par contre, chez nous, c'est le pillage, c'est la corruption, c'est le vol, c'est le mépris du peuple. Donc on ne peut pas comparer. Il y a des hommes politiques qui travaillent quand même pour leur pays, qui essaient en fait de changer les choses, qui essaient en fait de respecter au moins la démocratie, même si c'est vrai que quand on parle en fait de la démocratie aux États-Unis, c'est la démocratie, il y a l'argent qui rentre en jeu. Par contre, l'intérêt de la nation est défendu par tous les hommes politiques en fait, et par tous les députés, par tous les sénateurs. Chez nous,
c'est différent, tout simplement parce que les gens qui sont au pouvoir, ils ont un souci, c'est de remplir en fait les poches, et pour eux, c'est ça en fait l'intelligence. Pas tous ça, quand même, pas tous. Ou alors pas tous de la même manière, disons, en fait, ni au même niveau même de si nuisance, oui, de prédation. Même si la manière est différente, moi je ne parle pas en fait des élus locaux parce qu'il y a certains élus locaux qui sont sincères, parce qu'ils ont donné la parole au peuple, parce qu'ils sont élus d'une manière en fait démocratique, mais tout ce qui est député, ministre, leur seul objectif, c'est de bien remplir les poches. J'ai vu, il s'appelle comment, Ben Younes, qui disait que moi je soutiendrais Bouteflika même pour le 5e mandat. C'est quand même, je ne comprends pas comment on peut, même si Hollande disait que c'est un président à l'acre, je ne sais pas comment, et comment il l'a trouvé à l'acre. Donc, parce que Hollande, c'est un médecin, en même temps, il peut faire tout. Donc, je ne comprends pas comment un président qui n'a même pas la capacité de se déplacer pour y aller dans les wilayas, pour y aller rencontrer en fait le peuple, pour voir ce qui se passe en fait dans le monde, se déplacer un peu partout dans le monde, comment il peut analyser sur le plan de la géostratégie ou sur le plan local. Donc voilà ce que je ne comprends pas. Et quand ils essayent de nous vendre un président qui n'arrive même pas à faire ses propres besoins et dire qu'en quoi il est capable de réfléchir, il est capable en fait de prendre des décisions, c'est vrai que je suis halluciné par les déclarations en fait de Blayat. Moi j'aimerais, avant de clore cette émission, rendre un hommage à 2 catégories de personnes. D'abord, aux handicapés. Parce qu'avec cette image de Bouteflika handicapé, on est en train d'insulter des gens qui sont des handicapés moteurs. On dit Mol Chareta, Molkda, les handicapés qui souffrent déjà beaucoup, trop, qui ne sont pas pris en charge, qui sont oubliés par toute la société et qu'en plus on moque, qu'on compare. Parce que ce que l'on reproche à Bouteflika, ce n'est pas d'être handicapé, c'est d'être à la tête d'un État qui ne peut pas gérer. Grosse différence. La deuxième remarque que j'aimerais faire, parce que moi j'aime beaucoup le Chabi et j'aime beaucoup Alilou Drebki, Haj Mohamed Al-Anqa. Alors j'aimerais rendre un hommage à tous les Drebkiya que j'adore, parce que tout le temps on nous dit de Saadani Drebki, comme si c'était péjoratif en soi et comme si c'était une insulte. Merci. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama. Barakallahu fikum. Merci à vous.